Ouais, des fois, la différence, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes souliers, mais tu sais, les enfants n'ont même pas la même couleur nécessairement de peau, puis la différence qui va ressortir, c'est hey, on n'a pas les mêmes souliers la nuit. Oui, Ça, c'est une différence qui est visible. Fait Ouais. qu'imaginez pour l'autisme, qui est une Ouais. différence invisible, ben Ouais. là, pauvre ami tout petit, là, il a de la misère à se démêler à travers tout ça. c'est quand sûr. même. Pas de sieste pour les pros, le podcast pour les professionnels de la petite enfance. Bienvenue au podcast Pas de sieste pour les pros. On est ici aujourd'hui avec Pierre-Luc, qui est notre invité, qui a accepté de venir nous voir. Merci d'être venu. Pierre-Luc est professeur enseignant, on dit, au Cégep, en technique d'éducation spécialisée. Exactement. On avait rencontré un de tes collègues qui s'appelle également Pierre-Luc. Est-ce que c'est une marque de fabrique là-bas ou on est peu de garçons, puis je te dirais qu'on représente 50% des garçons en éducation spécialisée comme prof. T'as parlé à Pierre-Luc? Ouais. C'est ça. Okay. Bienvenue, merci d'avoir accepté cette invitation. J'ai bien d'aborder le sujet. Donc aujourd'hui, on va parler du trouble du spectre de l'autisme. Puis on va aborder comment le percevoir, comment accompagner les parents, etc. Comment on peut accompagner ces enfants-là, comment on peut référer les parents. Enfin, on va aborder toutes ces questions-là avec toi aujourd'hui. Mais avant, on a notre question préférée à te poser. Pierre-Luc, comment t'étais quand t'étais enfant? Ben d'ailleurs, j'étais plus roux, ça serait la première chose que je dirais. J'avais un petit trouble du langage pendant vraiment plusieurs années. Là, je zézétais. J'étais vraiment placoteux, fait que je parlais vite. Je zézétais en même temps, puis j'étais super sociable. Je pense que j'étais à l'école, moi, pour parler davantage. Puis je suivais ma sœur dans la même école avec 6 ans de différence, qui était super douée. Moi, j'étais un petit peu lunatique de tout bord, de tout côté. Puis finalement, je me ramasse comme enseignant au collégial, ce qui est quand même assez particulier. Mais je dirais... placoteux tannant, c'est un petit peu déjà vu, mais attachant en même temps. Ouais, il y a peut-être tes profs te disaient c'est cool, on a le petit frère de, ça va être facile. C'est ça, c'était un peu bizarre. C'était bien correct. Je pense que je réussissais à me faire apprécier, même si j'étais un petit peu mal. C'était le petit tannant sympathique. Ouais, exactement. Mais il semble être tannant aussi. Quand il commence à se faire apprécier. Ouais. Quand même. J'ai juste dit tannante, c'est toi qui as fait. Oui, je le précise. C'est vraiment mieux. Pierre-Luc, abordons le sujet du trouble du spectre de l'autisme. C'est important, en fait, on a beaucoup d'enfants, en fait, dans les milieux de garde, peu importe lequel, encore une fois, on peut accueillir parfois des enfants qui présentent des traits de TSA, donc c'est comme ça aussi que l'acronyme se nomme. Explique-nous d'abord ce que c'est un petit peu, si tu as une définition du trouble du spectre de l'autisme, si on peut avoir, sans partir dans une thèse, mais d'avoir une définition déjà de ce trouble-là. Ben, je dirais que déjà, en partant, on parle d'un spectre. Donc, c'est quelque chose qui est hyper large. C'est très difficile de définir un seul profil. Il y a vraiment un noyau central qui va toucher la communication sociale, la façon d'interagir, créer des liens, aller vers l'autre, comprendre le non-verbal, bien l'utiliser aussi. Mais il y a tout aussi le volet des comportements et intérêts le plus spécifiques que certaines personnes peuvent avoir des particularités sensorielles, peuvent avoir des comportements moteurs. Tout le deuxième bloc, c'est un petit peu hypothétique, là, c'est 2 sur 4. Dans le premier bloc, c'est les 3 sur 3. Donc, ça fait vraiment un spectre méga large de quelqu'un qui peut être verbal, non-verbal. Grosso modo, on pourrait le définir peut-être par moment une maladresse sociale, un fonctionnement vraiment différent et complexe qui demande quand même beaucoup de formation pour bien les accompagner dans leur développement, surtout à l'âge où vous les recevez présentement, parce qu'ils sont très petits. Ce qu'on peut des fois détecter, on ne le détectera peut-être pas nécessairement avant d'arriver à l'école, par exemple. Donc, c'est une réponse assez large, mais ça représente bien le spectre. Débrouille-toi avec ça. C'est ça. Ça viendrait dans mon cours, il est super intéressant. Là, c'est un cours de 45 heures. Là. Vous me demandez une minute de résumé. La première question que j'ai envie de te poser, c'est évidemment, sans avoir de... Nous, c'est pas notre rôle de diagnostiquer des enfants, puis j'insiste lourdement là-dessus. On a parfois le défaut de le nommer comme si, lui, on pense qu'il a un trouble de spectre de l'autisme, c'est sûr, il est autiste. Il faut faire très attention. C'est des professionnels qui doivent diagnostiquer ces enfants avec tout un tas de tests et d'analyses et d'observations. Mais
mais mettons qu'avant que tout ça n'arrive, parfois, comme tu le dis, il y a quelques années, avant que d'abord il y ait des flags qui soient levés, qu'il y ait des observations qui soient amenées, etc. Puis des fois, les observations sont perdues parce qu'ils changent de milieu de garde. Il y a cette difficulté-là de saisir un peu les choses. Est-ce que tu aurais, et voici ma question, elle arrive enfin, est-ce que tu aurais des indicateurs, mettons, pour alerter les professionnels qui accompagneraient éventuellement des enfants qui présentent ces troubles-là? Ouais, ben je dirais que peu importe quand on a un enfant, puis dans votre milieu avec les petits, on détecte tous les éléments qui s'écartent un petit peu d'une trajectoire attendue, Standard, ou un ouais. standard. Là, il y a comme un développement à tel âge, à tel mois, je devrais faire ça. Il y a comme une ligne droite. En autisme, la ligne ressemble un peu à ça. Il y a des Ouais. moments où on se dit « Waouh, il parle super bien, il a vraiment un bon vocabulaire, il est très proche des adultes. » On pourrait se dire « La vie va bien, Ouais. tout est parfait. » Mais il y a quand même un petit red flag qui peut apparaître soudainement en se disant il y a quelque chose, mais c'est pas dans les choses qui nous inquiètent généralement. Par contre, un grand retard de langage, ça va amener quelques questionnements. Toutes les interactions aussi avec les autres enfants. Il y a un certain moment dans le développement de l'enfant où on joue en parallèle avec les autres amis, sans être avec. Là, on est dans le même espace, mais on partagera pas les jeux. Quand cet élément-là semble perdurer un petit peu dans le temps, là, il y a quelque chose qui devrait nous questionner un petit peu. OK. L'aspect de quand on va pointer pour montrer quelque chose, la majorité des petits-enfants vont regarder dans la direction où on va pointer, tandis que l'enfant autiste va continuer par moment de nous regarder un petit peu, comme s'il ne voyait pas l'invisible à travers ça. L'intention derrière le geste. Là, l'intention un peu derrière le geste. Jouer à faire semblant aussi. T'sais, on va prendre une cuillère qui n'est pas une vraie cuillère avec un truc qui ressemble à un bol, puis là, on va manger de la soupe, par exemple. Pour l'enfant autiste, ça pourrait être un non-sens. Donc, tous ces éléments-là de jeu, d'interaction sociale amènent des petits red flags qui peuvent être très différents de par un développement très atypique. Bref, tout ça pour dire que ça doit être... Faut pas que ça soit exceptionnel. Faut pas que ça ouais. soit une seule fois. Faut que ça dure un petit peu dans le temps. Puis on a un feeling quand même. Là, puis je suis convaincu que la majorité des professionnels qui travaillent auprès des tout-petits détectent ces petits éléments-là sans savoir nécessairement que ça pourrait être associé à de l'autisme. Ça peut être associé à un retard de développement. Puis c'est souvent la porte d'entrée aussi qui va être utilisée parce que c'est très difficile d'obtenir un diagnostic d'autisme à la petite enfance parce que les attentes sociales sont assez différentes. Là, quand on arrive à l'école, on va voir d'autres manifestations, sauf si la personne est dans le spectre au centre où là, elle est toujours non-verbale. Elle a 4 ans, elle sort du local, elle fait du flapping, elle fait du rocking, elle va se taper la tête rocking, quand ça va pas bien. Se balancer d'avant en arrière, le flapping, là, c'est avec les mains comme ça, qui sont tous des gestes qui ont une fonction, mais qui sont pas très attendus d'un enfant de 4 ans. Mais quand on est tout petit, l'enfant va le faire, là, bouger les bras comme ça, se balancer un peu. Chez l'enfant autiste, c'est comme si ça reste un peu dans le temps. Ça peut rester très, très, très longtemps. Ça peut revenir par petits épisodes aussi à l'âge adulte, par moment. Mais oui, voilà, je pense que j'essaie de répondre à ta question, mais je me demande si j'ai pas fait un petit détour. Non, ok, c'est super. clair. Puis, tu sais, là, on parlait justement de pas vouloir poser un diagnostic, mais ça va bien, j'ai perdu ma question. On n'est pas du tout fatigué. Non, c'est ça. Ça va, c'est correct. Très, très bien. J'ai perdu le fil de mes idées. Je m'excuse. C'est Si on reprend, il y a différents. Donc, là, il y a aussi l'espace, c'était l'endroit où peut être l'enfant. En fait, on parlait du bruit, des interactions, des sursollicitations, la lumière. Est-ce que, comment on peut déceler ça aussi Oui, tout l'aspect réactivité sensorielle peut être ou non, encore une fois, observé. Là. Il y en a pour qui ça n'aura pas tant d'impact, mais certains enfants vont avoir une hyper-réactivité au niveau sensoriel ou une hypo-réactivité, c'est-à-dire être très, très, très réactif suite à, je sais pas, le bruit de quelqu'un qui parle, ça va peut-être être dérangeant, ou au contraire, va rechercher une lumière très vive, là, va aller proche d'un grand néon, puis va avoir beaucoup de plaisir à jouer avec la source lumineuse. Donc, ça aussi, on peut le voir, puis dans un milieu en petite enfance, on entend du bruit un peu partout, il y a beaucoup de mouvements autour. C'est souvent des indicateurs aussi de déclencheurs de crise autistique chez les jeunes enfants. Là, il y a beaucoup de mouvements, on vit une transition, il y a un nouvel adulte qui est là, il y a un bruit, il y a un imprévu. Là, ça se peut qu'on ait une crise qui ressemble à une crise de Bacon, mais qui est peut-être une crise autistique. Oui, c'est ça, qui répond à un inconfort
Mhm. peut-être sensorielle, peut-être d'incompréhension des attentes qu'on peut avoir par rapport à moi aussi. Ça peut quand même être possible. Donc, il y a plein de situations de déclencheurs là, qui pourraient être possibles, dont l'environnement qui est méga important parce que quand l'environnement est bien organisé chez les enfants autistes, on sent un certain apaisement. S'il y a accès à une petite tente pour se retirer quand il y en a besoin ou d'aller dans le bureau d'une autre intervenante ou d'un intervenant, ben, l'enfant va se sentir plus disponible pour revenir dans le groupe. C'est si on l'oblige à rester dans ces moments-là où là, on va gérer du comportemental très difficile par rapport à... J'ai retrouvé mon Yeah. idée. Justement, dans l'optique où est-ce que c'est pas les gens sur le terrain, c'est pas les éducatrices, éducateurs qui vont donner des diagnostics ou quoi que ce soit. Comment est-ce que tu penses que c'est la bonne manière d'ouvrir la discussion avec un parent quand on voit des observations de ce type-là? Bien, c'est sûr qu'il faut faire part de nos observations aux parents. Il ne faut pas émettre un diagnostic comme vous disiez, c'est pas l'idée. Hey, je pense qu'il est autiste, il a bougé ses mains comme ça, c'est un peu bizarre, me semble. Je trouve ça particulier. Non, on s'en va vraiment pas là-dedans. Je pense qu'un des éléments qui est important quand on est auprès des familles, c'est d'avoir un bon lien avec le parent pour qu'il se sente à l'aise de recevoir notre commentaire, puis pas de le recevoir comme une attaque, parce que ça peut être dérangeant. Un des trucs, par contre, ça pourrait être de dire aux parents, à la maison, avec les frères et les sœurs, avez-vous remarqué quand ils jouent, est-ce qu'il y a un échange avec ses frères et sœurs? S'il n'y a pas d'autres enfants dans la fratrie, ben, on peut demander quand il est en relation avec d'autres enfants, comment ça se passe pour vous? Parce que nous, à la garderie, voici ce qu'on observe. On vous soulève simplement cet élément-là. Peut-être que c'est un comportement qu'on observe seulement à la garderie parce que la maison, c'est du connu puis ça va bien. Mais au moins, on va émettre des comportements aux parents. On va dresser une petite liste de situations qui nous questionnent. Puis plus dans un élément de, habituellement, les autres amis du groupe seraient rendus là. Pour Zachary, par exemple, mais là, ça se peut que présentement, ça soit un peu plus difficile. Puis pour nous, c'est important de le mentionner parce qu'on a le goût que ce petit retard-là, on le rattrape ou qu'on soit capable de bien l'accompagner dans son cheminement. C'est vraiment en mentionnant des comportements observables et mesurables que le parent va pouvoir se faire une idée. Puis avec notre relation, après ça, on peut tricoter en se disant, ben, as-tu pensé à peut-être faire affaire avec Agirto, qui est proposé là, par le CIUS, entre autres de la capitale nationale, ou d'aller voir avec des cliniques privées, ça peut être aussi des possibilités là, pour stimuler l'enfant, voir qu'est-ce qui réellement semble déclencher ces particules. Ouais, c'est-à-dire d'aller chercher des points de comparaison pour avoir aussi un curseur entre maison et garderie. Ça peut être le milieu qui peut être aussi surstimulant. Ça peut être juste un enfant qui est hypersensible et sans forcément qu'il y ait un trouble du spectre de l'autisme qui soit associé à ça. D'avoir des points de curseur avec, et des observations quand même assez détaillées, plus objectives que subjectives, là, finalement. Ce qui est quand même aussi fascinant chez les personnes autistes, c'est que je peux avoir des manifestations dans un milieu puis pas les revoir dans un autre milieu parce que l'environnement est tellement plus agréable que je me sens bien. J'ai pas ce type de manifestations-là qui vont apparaître nécessairement. Donc, des fois, pour le parent, c'est comme un genre de... Mais de quoi c'est tu chez me parles? vous. Moi, je vois vraiment pas ça. Ou le parent va vous raconter à l'inverse quelque chose, puis vous allez dire, ben nous, c'est pas quelque chose qu'on observe. Quand il arrive à la garderie, on lui laisse un petit temps, il va dans la petite tente, il aime ça être tout seul. Après ça, il est disponible pour venir voir la discussion de groupe. Quand ça fait pas son affaire, ben, il va voir l'intervenante, puis il a le droit de se retirer. Si l'enfant est bien accompagné, on va le sentir super heureux, il va se développer d'une bonne façon. Tandis que si on se dit, ben non, c'est pas la petite tante au début, mon ami, viens t'asseoir avec nous là, dans la discussion de groupe. La discussion de groupe, ça sert à quoi? Pourquoi je suis assis là? C'est pas ça que j'ai le goût de faire. C'est plein de non-sens aussi pour... C'est quoi les outils parce que entre le moment donc, où on observe ça, on note toutes ces choses-là, on a cette première conversation avec les parents, entre tous ces moments-là, il se passe du temps, il faut quand même continuer à accompagner le petit Zachary. Oui. Qu'est-ce qu'on fait, en fait, nous, au quotidien? Là, tu parlais de bien l'accompagner, de lui offrir des espaces à lui ou à elle. Là, c'est Zachary, donc ça sera lui. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter, mettons qu'on soit dans l'optique de ça se pourrait fortement qu'on tombe vers ce diagnostic-là. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faciliter sa vie à ce petit enfant-là? Moi, je dirais que la première affaire à faire, c'est d'offrir de la formation aux personnes qui sont sur le terrain parce que l'enfant, il peut être verbal, s'exprimer, avoir un langage super développé aussi, mais il va avoir un fonctionnement qui est différent. Puis si on n'a pas ce souci-là d'un fonctionnement atypique, bien, on va continuer de le traiter comme un enfant qui est dit typique, entre guillemets. Et là, ça va amener peut-être des petits dommages chez cet enfant-là. Donc, je pense qu'à priori, il faut avoir une formation pour savoir
qu'est-ce que l'autisme, parce que c'est vraiment à contre-instinct un petit peu ce qui va être fait par moment. Puis on va se dire, ben là, on va le pousser à ce qu'il soit vraiment meilleur, on va le remettre là-dessus. Tandis que s'il n'est pas rendu là, on devrait travailler peut-être une autre sphère de son développement. Donc, ça demande une certaine formation, puis beaucoup d'éléments visuels aussi. D'avoir une séquence de ce qui va se passer dans la journée, d'avoir des outils de communication pour pallier à la communication, par exemple, d'échanger une image s'il y a quelque chose que je ne comprends pas. Quand on fait la lecture d'un livre avec le groupe, ben, de peut-être avoir aussi un petit visuel qui lui explique ce qui est en train de se passer dans le livre pour que, à son rythme de traitement de l'information, il classe les différents éléments sur lesquels il est peut-être arrêté depuis 2 minutes en train de comprendre pourquoi la girafe est mauve dans le livre. Tu sais? Ça se peut-tu une girafe mauve? Puis là, il ne comprend plus rien de ce qui se passe. On lui repose des questions. Bien, on n'a pas respecté son rythme de traitement de l'information en soi. Puis on ne lui a pas expliqué de façon explicite qu'est-ce qui se passe dans l'histoire. Donc, il y a un mode de communication, comme un langage différent. Puis comme il entend, il parle, ou il peut entendre, ou ben, généralement, il entend. Là, ça se pourrait qu'il n'y ait pas le langage en soi. Chez un enfant qui est sourd, on va prendre une formation pour développer le langage signé. Ben, chez les personnes autistes, il faut avoir une formation pour utiliser un langage qui est similaire. Et c'est jamais le verbal répété, la consigne, la reformuler, la rechanger. On est en train de créer un genre de bouchon de circulation dans sa tête. Trop d'input. Trop d'input, pas assez de sens pour lui. Comme genre 2 ordis qui ne fonctionnent pas pareil. Tous les amis fonctionnent dans un type d'ordinateur, Mac, mettons, et les autres vont fonctionner avec le PC. Ben là, on n'aura pas les mêmes fonctions, mais je vais peser sur le A commercial à la même place pour tout le monde. Puis le ça marche pas plus. Il est là à côté. Puis Pourquoi tu encore la girafe, elle est mauve? Hier, elle m'a dit qu'elle était verte. Oui, c'est ça. Des fois, une girafe, ça peut être verte, ça peut être mauve. Il peut avoir différentes couleurs. Dans le contexte qu'on discute, là, il y a comme une progression là, dans l'espèce de scénario qu'on s'est fait avec Zachary, qu'on a vu, on a eu des observations, on a eu un retour. Ça, mettons, moi, je suis sur le terrain, c'est la première fois que je vais être en contact avec un enfant. Je sais qu'il y a un diagnostic qui est TSA. J'ai jamais eu à faire face à cette situation-là. Comment est-ce que je devrais aborder cette situation-là? Partir à zéro. Même si tu penses connaître ce que c'est que l'autisme, tu connais peut-être pas cet enfant-là qui va avoir des manifestations et des comportements différents. Soit accueillant, soit peut-être prévisible aussi. J'avais une stagiaire qui a fait son stage en éducation spécialisée dans un centre de la petite enfance. C'est un local dédié aux enfants autistes. C'était vraiment une initiative merveilleuse là, qui malheureusement n'existe plus de par, je pense, le recrutement. Là, je ne sais pas comment ça s'appelle trop, mais c'était difficile de mettre tous ces enfants-là. Bref, cette stagiaire-là elle avait 3 chandails pareils qu'elle mettait de façon très régulière en stage. Puis il y a un des enfants autistes qui est allé la voir puis qui a dit « Madame Raphaël, toi, t'es vraiment facile à comprendre. J'ai pas à réanalyser. » Ben, il n'a pas dit ça comme ça, là. Mais ce qu'il voulait dire, j'ai pas à réanalyser toute l'affaire pour savoir que c'est toi, Madame Raphaël. Comme si, à toutes les fois qu'on change nos lunettes, nos cheveux, ça leur demande un effort cognitif de replacer des détails. On a changé quelque chose dans le local pour faire plaisir à l'ensemble des amis. Je comprends plus où est-ce que je suis. Là, mais qu'est-ce que c'est? Je veux pas rentrer là. What the hell? Tu sais, c'est pas ce qui me tente vraiment. Donc, d'être prévisible, de permettre aussi à l'enfant d'avoir ses comportements puis de les exprimer, tu sais. Quand j'ai commencé à être intervenant, on gardait les mains de l'enfant qui faisait du flapping sur la table parce que c'était pas socialement acceptable. Ben, il y a une fonction associée souvent à ses émotions. C'est un peu un non-sens de garder les mains sur la table en soi. S'il y a besoin, il y avait un petit garçon qui avait besoin de garder sa casquette dans les transitions au CPE parce qu'il y avait tellement de mouvements autour de lui, puis c'était comme si ça gardait sa tête collée. Il disait que c'était comme son environnement qui lui permettait de faire cette transition-là qui était plus difficile, moins structuré encore. Fait que ces éléments-là, pour répondre à ta question finalement, tout l'aspect d'avoir des règles claires, d'avoir un environnement qui est structuré, de pouvoir avoir un aspect prévisible aussi dans la journée, c'est des éléments qui vont être vraiment gagnants pour tout le monde, là, pas juste pour Zachary en soi, mais pour l'ensemble des enfants. Donc, ça peut être même une façon inclusive de faire participer tout le monde. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.
Tu parles d'inclusion justement, et en fait, c'est toujours un peu particulier parce que parfois les enfants autistes peuvent avoir mettons que Zachary ait ce diagnostic-là, ils peuvent avoir des réactions violentes en fait parce qu'ils sont en surréaction, et parfois vis-à-vis d'autres amis. Et parfois donc, ils ont une tête de turc, mettons, c'est-à-dire qu'ils vont aller voir toujours le même enfant, ou toujours il y a une réaction face à cet enfant, ou fait que le petit Paul, il se fait toujours éclater la face par Zachary. Fait que, puis les parents, ils commencent à être... Ça peut être un peu compliqué. Tu sais, il y a aussi... comment t'expliques aux enfants qui est Zachary, sans être non plus dans la stigmatisation ou dans... Comment t'expliques ça aux enfants et aux autres parents qui ne sont pas les parents de Zachary, en fait, pour que il y a une espèce d'harmonisation et d'inclusion, justement. Ouais, mais là, je vois comme plein de questions à travers ta question qui me popent en tête un peu. Mais premièrement, si on a le goût d'aborder la différence de Zachary avec les amis, on n'ira peut-être pas cibler nécessairement Zachary en soi, sauf si on avait l'autorisation des parents. Il y a même des enfants plus vieux qui, eux-mêmes, dans leur classe au primaire, vont décider de prendre la parole pour expliquer qu'ils sont autistes à l'ensemble de leurs amis. C'est bien volontaire là, de la part de la famille et de l'enfant de le faire. Souvent, on peut amener le concept de différence de façon plus large parce qu'expliquer l'autisme à un tout petit de la garderie, ça va être un petit peu difficile, mais il y a une tonne de beaux livres qui existent. Là, puis si vous me demandez les titres, je vais être très mauvais parce que c'est sûr que je ne m'en rappellerai pas. Je vous les enverrai. Si le livre, il y a une girafe mauve dessus. C'est bon quand même. Mais ce genre de livre-là peut amener de belles discussions. Tu sais, par exemple, quand il y a beaucoup de bruit, l'ami dans le livre va mettre des coquilles. Puis là, c'est bizarre, Zachary, dans le groupe, lui aussi, il a des coquilles. Mais là, ça va amener une belle discussion avec les amis pour dire, c'est correct, Zachary, lui, il a besoin de ses coquilles par moment pour mettre sur ses oreilles, comme dans le livre qu'on vient de lire en soi. Fait que oui, il y a une sensibilisation. Puis je pense que ce qui peut être vraiment trippant aussi, c'est d'envoyer cette information-là aux parents. Qu'est-ce que l'autisme, aux parents de l'ensemble des enfants du centre de la petite enfance ou de la garderie, pour qu'on puisse avoir cette idée-là de différence, d'en parler à la maison, pour favoriser justement l'inclusion de cet enfant-là qui, même s'il y a des difficultés sociales, il a le goût d'être en contact avec les amis à différents moments. Donc, c'est juste qu'il est un petit peu maladroit des fois pour s'y prendre. Il pourrait frapper, il pourrait avoir... Tu parlais de comportement d'agressivité. Souvent, une personne autiste qui va agresser, c'est parce qu'elle se sent agressée. Il y a vraiment un genre de bel indicateur. Peut-être que le petit ami dont tu parlais, il a une petite voix tannante puis il couche tout le temps comme ça. Mais peut-être qu'on les assoira pas ensemble, c'est trop proche. Pourquoi tu as des coquilles? Moi, je vais toucher à tes coquilles. On va éviter. C'était toi le petit enfant tannant. Oui. Non, mais en même temps, j'étais super. Déjà, j'avais une petite vocation d'éducateur spécialisé. Je pense que j'étais vraiment déjà en train de m'occuper. Inclusif, quoi. Oui, j'avais une amie qui avait une trisomie dans ma classe. Je l'aimais bien. Je sais pas ce qu'elle est devenue. La vie oui, c'est ça. OK. Ouais, c'est des bons indicateurs, je trouve, même pour les parents là, qui n'ont pas, j'allais dire, la chance d'avoir un enfant différent, parce que parfois, ça nous fait grandir comme parents, mais évidemment, c'est pas... Ça fait peur, en fait. Les gens ont peur de la différence. Puis, en fait, c'est comme une dichotomie, là, dans le sens qu'on voudrait donc être différent, on veut en même temps fitter dans le moule. Puis, quand on fait face à quelqu'un qui est différent, on ne sait pas du tout comment l'aborder. C'est vraiment la méconnaissance. Je pense qu'aussitôt qu'on ne connaît pas quelqu'un qui est dans le spectre, qu'on ne connaît pas quelqu'un qui est dans un autre type de religion, qui vient d'une autre culture, on dirait qu'on a des idées préconçues. Puis discuter avec des personnes autistes adultes, quand on est nous-mêmes des adultes, c'est méga riche en informations parce qu'ils vont nous dire leur mode de fonctionnement, ce qu'ils apprécient, ce qu'ils aiment moins, dépendamment de leur évolution, de leur façon d'être dans la vie. Chaque individu est vraiment différent. Mais je donne une charge de cours aussi à l'université. Puis à chaque fois que dans la cohorte, il y a un étudiant ou une étudiante qui est dans le spectre de l'autisme, je trouve que ça enrichit tellement nos discussions. On a des parents, on peut avoir des intervenants de différents types de milieux. Puis on a vraiment le regard de tout le monde. Puis ça brise une tonne de préjugés. Ça nous permet d'avoir un peu moins peur, là, comme vous disiez. On discutait avec différents adultes autistes à un moment donné, parce qu'on en a croisé, mais... Et souvent, qui ont un cerveau plus atypique, souvent ce qui a été nommé, c'est cette espèce de non-inclusion et cette difficulté de se sentir toujours différent des autres et toujours exclu parce qu'ils voyaient le monde différemment, parce qu'ils voyaient les interactions, ils ne comprenaient pas toujours tout, ou alors ça allait pas assez vite, ou alors qu'il y avait cette espèce de non-inclusion qui a été plus finalement douloureuse que les symptômes de... J'ai même le goût de dire qu'il faut y aller à un rythme
prudent quand même, parce que des fois, on a le goût de les inclure, mais en les forçant à être inclus avec les autres, on leur crée un certain déséquilibre dans leur fonctionnement parce qu'ils ne sont pas rendus là, ils n'ont pas envie de faire ça tout de suite. C'est comme si, dans mon développement, j'ai encore un développement de quelques mois, tu peux pas me mettre avec les autres puis t'attendre à ce que je socialise avec les autres. C'est comme impossible. Je suis pas là dans mon développement. Jamais on ferait ça à pouponnière, de prendre les enfants, de les mettre au centre de la pièce puis socialiser les amis. Ouais, c'est ça. Mais vu que l'enfant autiste, il a l'âge de socialiser dans dans sa chronologie, mais il l'a peut-être pas dans son développement. On le met là, puis là, on crée une espèce d'écart. Puis là, il y a un sentiment d'exclusion, là, finalement. Je veux pas parler de la personne. C'est à plusieurs niveaux. C'est pour lui individuellement, mais même pour le groupe. Ça laissait. Tu dis, ben, comment je peux dire ça? Ils vont l'isoler parce que différent, parce qu'ils ont essayé d'interagir avec, puis ils ne savent pas comment y faire face. Puis, Mais souvent, ce que je vais entendre, c'est que les amis ne le voient pas tant que ça, cette différence-là. C'est comme si à un moment donné, en lisant l'histoire ou en abordant le sujet, là, tout d'un coup, il y a comme un pop-up qui a l'air d'allumer dans la tête des amis qui fait comme... tu sais, nous autres aussi, il fait ça. Des fois, il se retire avec Madame une telle. Tu sais, c'est comme si là, ils prennent en compte peut-être ces petits changements. Ben, les jeunes enfants ont une ouverture qui n'a rien à voir avec celle, mettons, des adultes. Puis après ça, justement, c'est un spectre, puis ça évolue au fil du temps. Puis, mais justement, des jeunes enfants, en général... Mon frère avait travaillé dans un camp pour personnes handicapées pendant un temps, puis je me souviens qu'il m'avait dit viens avec moi au camp. Puis oui, j'avais remarqué certaines personnes qui avaient des différences, mais la plupart, je le percevais pas. J'étais jeune, puis en fait, puis par après, j'y repensais, puis j'étais comme ouais, non, en fait, c'est mon œil d'enfant qui était là, puis qui jugeait pas, qui était juste qui regardait cool. Exact. Des fois, la différence, c'est juste qu'on n'a pas les mêmes souliers, mais tu sais, les enfants n'ont même pas la même couleur nécessairement de peau, puis la différence qui va ressortir, c'est on n'a pas les mêmes souliers, la nuit. Ça, c'est une différence qui est visible. Fait qu'imaginez pour l'autisme, qui est une différence invisible, ben là, pauvre ami tout petit, là, il a de la misère à se démêler à travers tout ça. C'est sûr. Est-ce que tu aurais un dernier, en fait, il y en aura peut-être d'autres, mais un dernier conseil à donner, soit aux équipes ou aux gestionnaires, aux directeurs, coordonnateurs, peu importe, là, à tout ce monde de la petite enfance qui accompagne les enfants qui pourraient avoir ce diagnostic-là et les autres aussi, là, pour accompagner au mieux ces enfants-là? Il y en aurait plusieurs, mais le premier qui me vient en tête, c'est, puis là, tu parlais de direction aussi, de ne pas imposer un enfant dans un groupe où l'intervenant est peut-être moins à l'aise ou a peut-être moins d'ouverture à accueillir la différence dans son groupe. Puis il faut être capable de le mentionner. Tu sais, moi, j'ai un degré d'aisance versus quelqu'un d'autre qui ne l'a pas. Puis je me souviens d'être allé dans une garderie récemment. Puis l'éducatrice du groupe, elle était tellement merveilleuse, mais elle a dit, moi, l'enfant qui a un diagnostic d'autisme, je le veux dans mon groupe. Donc, elle voulait cet enfant-là. Fait qu'en partant, l'enfant, il est désiré. Il est accueilli. Oui, il est accueilli. Puis elle comprend qu'il y aura un fonctionnement qui est différent. Puis ça a vraiment changé tout. Tu sais, les parents racontaient qu'entre la première année et la deuxième année, là, il y a la connaissance du milieu de garde aussi, mais il y avait vraiment eu une grande évolution de la part de leur enfant. Donc, de s'assurer de mettre les ressources humaines autour de cet enfant-là qui ont envie de travailler avec lui puis qui croient en son potentiel de se développer aussi. Ça serait le premier élément. Et de ne pas faire comme s'il n'était pas autiste. Parce qu'on passe à côté. Si je fais comme si j'ignorais que tu étais sourde puis je continuais de te parler, ben ça serait bien niaiseux de ma part. Ouais, c'est ça marcherait pas. Mais on te comprend pas. Ouais, c'est ça. Allume à un moment donné, tu sais. Mais c'est quand même drôle parce que, tu sais, le langage signé, entre autres, était refusé dans les cours d'école au début parce que c'était pas normal de parler avec ses mains. Si on voulait qu'ils parlent un jour, ces enfants-là, il fallait pas qu'on mette ça en place. Fait que là, maintenant, on se disait avec les enfants autistes, ben, pourquoi on ferait différemment? Il faut qu'ils soient comme les autres. Ben non, il faut qu'ils restent autistes et qu'ils se développent comme une personne autiste. Mon but, c'est pas de faire de mon Mac un PC. C'est chaque ordi est super beau, qui se développe, mais mon but, c'est pas d'échanger la patente pour qu'on rentre dans un moule en soi, tu sais. C'est Steve Jobs qui va être déçu d'entendre ça. Remarquez là où il est. Pourquoi Timmy, il est en punition? Je sais pas trop, il a fait des signes de gang de rue. C'est des signes de violence, c'est sûr. Il y a 5 ans, Timmy, là. Fait quoi, il y a des choses comme ça, mais je dirais vraiment, tu sais, l'accueil puis la compréhension de se dire, je vais t'accompagner où tu seras dans ton développement. Puis oui, c'est vrai que des fois, ça va bien aller, puis des fois,
on va faire des petits pas à l'arrière, des fois, on va faire des petits pas en avant. C'est ça, le développement autistique. C'est pas une ligne droite. La déficience intellectuelle, c'est une ligne plus peut-être lente un peu dans le développement, mais qui est assez standard à ce qu'on connaît. Mais l'autisme, c'est vraiment une tonne de montagnes russes particulier, mais c'est évolutif. C'est ça qui est vraiment beau, puis que je dirais aux parents qui ont un diagnostic, tu sais, dans le sens Rien n'est acquis, mais dans tous les sens, là, oui, finalement. peut-être que le langage n'est pas développé, ça ne veut pas dire qu'il ne se développera pas. Exact, Peut-être que présentement, l'aspect social, c'est vraiment un gros challenge, mais peut-être qu'il va devenir bon dans cet élément-là. C'est pas, on n'a pas comme un genre de fardeau de se dire, ben voici ce qui va se passer avec toi. On ne le sait pas. C'est ce que j'aime, c'est vraiment une carte aléatoire, blanche. Ouais, c'est ça, celle avec les couleurs qu'on souhaite. Et j'allais te demander, en fait, c'est ça, les ressources, parce que tu sais, on a parlé de comment on organisait notre quotidien, etc. Mais tu as parlé du CIUS, d'Agirto. Mettons, Agirto, bah, ils sont victimes de leur succès, j'ai envie de dire. Et parfois, c'est un peu long, en fait, pour avoir les ressources nécessaires pour ces évaluations-là. Vers qui les parents peuvent se tourner, à part Agirto, puis qu'on va de toute façon conseiller, parce qu'ils pourront éventuellement interagir dans le milieu de garde, et ça reste quand même une excellente béquille, en fait, pour... et évaluation pour les équipes en place, mais mettons qu'Agirto soit comme dans quelques mois, est-ce qu'on a d'autres alternatives et qui on peut contacter? Ben oui, mais il y a toujours un peu, c'est un peu plate la vie, mais pas, non, la vie c'est très le fun, c'est pas ça que je veux dire, c'est pas tout ça que je vais m'en aller, mais oui, ça va très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que des fois, quand j'ai des sous, il y a des choses qui vont aller plus vite un peu. Si les parents ont des bonnes assurances ou de l'argent, il y a une tonne de cliniques privées qui peuvent être super intéressantes. Il faut s'assurer que ces cliniques-là connaissent le fonctionnement autistique. Là. Je ferai une plug à la clinique là, où je travaille de façon très occasionnelle, qui est SACAD dans la région de Québec, qui est très, très bien connue, qui accompagne vraiment bien les enfants autistes, les adultes, c'est pas seulement pour les enfants. Mais le premier réflexe que je dirais, c'est d'utiliser les associations régionales là, comme Autisme Québec, Autisme Chaudière-Appalaches. Chaque région a son Autisme Côte-Nord. Puis c'est des ressources qui sont gratuites, qui ont quand même une super de belle flexibilité. J'étais à Autisme Québec hier, justement, puis je questionnais un petit peu sur des services, puis elle disait, ça, on peut le faire des fois, si on a une demande, on peut s'organiser de façon temporaire pour essayer d'accompagner. C'est pas un suivi qui va être là à long terme, mais s'il se passe quelque chose de particulier, c'est du bon monde qui ont le goût d'accompagner puis d'être présent. Donc, j'ai l'impression que ça serait un des premiers réflexes qu'on pourrait aller se renseigner, pas forcément que sur le ChatGPT, mais aller chercher des associations, là, finalement, qui sont des experts. On peut bien demander à Chat, là, mais j'irais plus appeler directement Autisme Québec. Puis, l'idée, c'est que oui, ça va être bon pour l'enfant, mais ça va être bon aussi pour le parent qui va pouvoir avoir du soutien dans son cheminement. Ça peut être bon pour les intervenants aussi qui se disent moi, il y a quelque chose que je comprends pas. On peut-tu avoir un peu de soutien, le parent qui a le goût d'avoir du répit. Il y a vraiment une tonne de possibilités aussi. Mais qui sont pas, il n'y a pas une... Peut-être que Chad va le dire, je ne sais pas trop, mais malheureusement, on dirait que les services ne sont pas tous détaillés de façon très explicite, là, dans le sens où on dirait que... Des fois, c'est dur de trouver. Tu as des organismes qui font un travail incroyable, qui sont là, tu te dis, tu connais pas ça? Non, parce qu'ils sont pas sur Internet. Les moyens du communautaire. Mais Québec est sur Internet. Oui, non, j'exagère, là, mais... Sinon, il y a le réseau national d'expertise en autisme qui a vraiment une tonne de formations, d'informations vraiment super pertinentes aussi là, pour l'autisme de 0 à 100 ans aussi, qui peuvent être intéressants. Nice. Merci beaucoup, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, en fait, très branché au quotidien et puis au terrain. Merci pour toutes ces indications-là. On espère te parler de d'autres affaires plus tard et de faire comme ton ami Pierre-Luc venir nous revoir pour un autre épisode du podcast. Pour l'heure, c'était vraiment très apprécié. Je le rappelle, Pierre-Luc travaille aussi donc au Cégep comme enseignant, mais aussi à la clinique SACAD qui se trouve à Québec. J'imagine qu'ils ont un site internet. Oui, absolument. Ils sont branchés sur Internet. Fait que si on veut les contacter pour une raison ou pour une autre, vous pouvez aller sur le site et les contacter. Vous retrouverez peut-être Pierre-Luc, la star du podcast, là-bas à la clinique, ou sinon au Cégep, donc si vous voulez faire des études en éducation spécialisée. Oui, ou encore le certificat sur le spectre de l'autisme qui est donné par Rimouski au campus de Lévis, qui peut être aussi une belle alternative. On a des gens qui viennent de la petite enfance aussi, de milieu scolaire. Pour continuer à se former, là, on t'appelle jamais c'est de la formation assez, continue. Puis en autisme, si ta formation date de 10 ans, t'es déjà out pas mal parce que
Parce que Ça ça évolue. Les Oui. connaissances évoluent tellement rapidement, intéressant. c'est ce qui est Ouais. vraiment très hot. Là, on pourrait passer, tu parlais de 45 heures, on est rendu à 60 heures au cégep. Avant, on avait seulement un petit 15 heures Ben ouais. qui était mélangé avec de la déficience intellectuelle. Fait qu'on est vraiment sur un monde Une de ouverture, nouvelles là. connaissances Ah. sur l'autisme. C'est vraiment beau, c'est stimulant, sérieusement. Là, ça Mm. donne le goût de... Continuer à Ouais, creuser, ouais, puis- vraiment, ouais. vraiment pour bien comprendre. C'est Merci bon. beaucoup, Merci beaucoup, Pierre-Luc. Pierre-Luc. Merci à vous Et deux. puis à Merci. très vite. Ouais, merci, c'est gentil. Le podcast Pas de sieste pour les pros vous est présenté par Mangrove Petite Enfance, le logiciel de gestion qui vous permet de vous libérer du temps pour vous concentrer sur ce qui compte vraiment.